merci d'être là. Pourquoi vous êtes là du coup? Dans le cadre de mon diplôme DEGEPS que je passe cette année, perfectionnement sportif mention boxe, je dois dispenser des formations, enfin une formation à des élèves de boxe amateur et des élèves de boxe éducative asso. Donc vous, c'est la session boxe amateur, ok. Je dois dispenser 3 formations. Donc les 3 formations, c'est celle-ci. La première, racisme dans le sport. La deuxième, discrimination dans le sport. Et la troisième, laïcité dans le sport. En fait, on s'est aperçu que le sport, c'est un lieu de vie. Et comme c'est un lieu de vie, c'est un lieu où, justement, toutes les petites anomalies qu'on peut avoir dans notre comportement, ou même dans notre relation avec les autres, etc., c'est lié, enfin, dans le sport, on le voit beaucoup, dans le milieu du sport, pas que la boxe, hein, tous les sports, le foot, la boxe, le rugby, sport collectif, individuel, peu importe. Mais on retrouve beaucoup de problèmes de discrimination, de racisme, etc. dans le sport, malheureusement. Donc voilà. Du coup, donc les 3 formations, racisme, discrimination, laïcité. Donc on va faire à chaque fois un point. Vous voyez à chaque fois le sommaire, définition. Ensuite, on va voir la LICRA, ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, les chiffres et les sanctions. À chaque fois, c'est découpé un petit peu de la même manière. Et voilà, c'est une formation qui va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie, okay, en fonction du temps qu'on passe. Il n'y a pas forcément de temps défini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser les questions que vous voulez. On prend le temps, ok? C'est bon? Déjà, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Bon, c'est un petit cours en plus des cours que vous avez cette semaine. C'est un petit cours en plus, mais voilà, c'est intéressant de voir ces points-là. Bah oui, surtout que voilà, on arrive dans un endroit où comment dire, il y a des gens différents, de populations différentes, un public, voilà, à chaque fois c'est un public différent, qui vient d'un milieu social différent, etc., etc. Et on est là justement pour avancer tous dans la même direction, mais avec des valeurs différentes. Et ce qu'il faut, c'est respecter les valeurs des autres. C'est un peu ça l'idée. C'est intéressant parce que la plupart du temps, on est sensibilisé à ça. Mais là, du coup, c'est cool qu'on puisse approfondir un peu plus le sujet. Exactement. Tu vois, c'est ça en fait. C'est des trucs qu'on sait, mais on ne met pas vraiment le nez dedans réellement. Donc il y a des choses qui nous paraissent anodines, mais en fin de compte, des fois, on peut avoir des actes discriminants envers quelqu'un, alors que pour nous, c'est pas vraiment de la discrimination. Mais au final, ça l'est. Donc c'est pour ça c'est intéressant de refaire un point là-dessus. Donc le support, comme je disais, le support c'est à vous, hein, vous le gardez à la fin, voilà, c'est pour ça. Prenez des notes, surlignez, faites tout ce que vous voulez avec le support. Okay, c'est recto verso, donc à chaque fois il faut retourner. Et voilà. N'oubliez pas les pages. Donc le racisme, c'est quoi déjà? Le racisme, c'est une attitude d'hostilité qui peut se caractériser par du mépris ou de la haine à l'égard d'un groupe humain défini sur la base d'une identité raciale ou ethnique. Donc là, le racisme, c'est vraiment dirigé vers la couleur de peau, la religion, la race de la personne, d'accord? Ou l'ethnie de la personne. Donc c'est une idéologie, il n'y a aucun fondement sur le racisme. Il n'y a jamais personne qui a dit oui c'est comme ça parce que c'est comme ça. Non, c'est juste des gens dans leur tête, ils ont une idéologie qui est mauvaise et qui du coup ils vont avoir une image d'une certaine catégorie de personnes qui va être biaisée, d'accord? Et ça va développer du coup de la haine, du mépris, etc. Okay, donc il y a 4 aspects au niveau du racisme. Il y a les attitudes, donc tout ce qui est propos, injures, menaces, d'accord? Donc ça pourrait paraître anodin, mais ça peut être très, très dur à accepter par quelqu'un, de se faire insulter, voilà. C'est fondé sur des opinions, des croyances, et des stéréotypes et des préjugés. Donc on le voit aussi dans des comportements qui s'expriment à travers des pratiques sociales, donc à travers l'évitement, par exemple dans des salles de sport. Moi j'ai fait des salles de sport où dans la salle il y avait des clivages, c'est-à-dire qu'il y avait des communautés de personnes qui s'entraînaient uniquement entre elles. Par exemple, un exemple tout bête, les noirs ils vont rester qu'entre noirs, les blancs vont rester qu'entre blancs. C'est bête, hein, mais c'est. Et
Et c'est quelque chose qu'on remarque, qu'on retrouve beaucoup dans le sport. Nous, dans notre club, moins, parce qu'on est vachement. Il y a un public très différent, etc. Et puis il y a une bonne ambiance justement avec Abdel. On fait en sorte justement qu'il n'y ait pas de clivage entre les différents types de personnes, de milieux sociaux, etc. Mais il y a des clubs où ils ne font pas attention à ça. Et ça peut être très problématique. Surtout quand, imaginons quand tu t'entraînes avec un collègue qui n'est pas comme toi au niveau couleur de peau, au niveau de la religion, au niveau du milieu social, peu importe, mais tu t'entraînes quand même avec lui. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine forme de respect. Tu vois, s'il n'y a pas de respect, ça peut venir, surtout dans la boxe, ça peut rapidement en venir quelque chose qui peut mal se passer. Donc voilà, que ça parte un petit peu dans tous les sens. Donc les comportements, les modes de fonctionnement aussi au niveau de l'exclusion, la ségrégation et la discrimination. Donc ça, c'est vraiment exclure une personne de par sa race ou sa religion ou sa couleur de peau. Et aussi sous forme idéologique, théorique, doctrinaire. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on a pu voir pendant la Shoah, par exemple, tout simplement. C'est du racisme pur et dur. C'est réduire une catégorie de population religieuse ou ethnique ou même les handicapés, etc., qui aussi ont été exterminés parce qu'ils n'appartiennent pas à notre idéologie à nous. Voilà, c'est ça l'idée. Okay, donc ça, c'est la définition, les 4 grands points. Alors, on va parler de la LICRA. La LICRA, donc, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. D'accord ? L'antisémitisme, le terme d'antisémitisme, il est apparu, il a été généralisé, popularisé après justement la Shoah. Tout le monde sait ce que c'est la Shoah, vous l'avez vu à l'école. Okay, c'est le mouvement d'extermination des Juifs, le judaïsme qui est une religion, qui a été réalisé entre 39 et 45, enfin même entre les années 35 et 45 plutôt, par Adolf Hitler et du coup tout son mouvement néo-nazi, etc. Enfin, nazi. Donc c'est une association qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme en France, mais aussi à l'international, fondée en 1927. Donc elle combat de manière générale le racisme au quotidien, la banalisation des actes xénophobes. Les actes xénophobes, ça veut dire que c'est des actes qui vont contre un individu, un être humain, d'accord ? Ou contre des individus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des actes qui vont contre la race humaine, tout simplement. Okay ? C'est-à-dire qu'on ne considère pas, c'est comme si on ne considérait pas une autre personne, un autre être humain, comme son égal. Vous voyez ? Donc du coup, en fait, c'est une ligue qui défend justement les gens victimes de racisme, tout simplement, et qui condamne aussi, qui amène à condamner justement les gens qui utilisent ce racisme contre les autres. D'accord ? Donc elle aide les victimes et elle accompagne les professionnels de la justice et du droit. Elle éduque contre le racisme et elle utilise justement le sport comme un outil de lutte contre le racisme. Voilà, le sport qui est, comme je vous rappelle, qui est un milieu social où toutes les formes de la population se réunissent autour d'une même idée et d'une même envie. Rassembler un petit peu. Oui, exactement, mais le sport c'est magnifique. Bah oui. Vous savez, regardez l'équipe de France de foot par exemple. C'est magnifique. Il y a des Noirs, des Blancs, des Arabes, des musulmans, des chrétiens, c'est tout le monde, t'as beau être différent, mais tout le monde va se mettre ensemble pour un but commun. C'est quoi le but commun? C'est gagner la Coupe du Monde. Non mais c'est tout bête, mais c'est pas si simple que ça au final. On en parlait la dernière fois, c'est on va tous venir avec l'envie de s'entraîner. Ouais, c'est ça. L'envie de s'entraîner et pas l'envie d'être contre quelqu'un. Parce que tu as des gens qui. Moi, je me souviens en Ile-de-France, quand j'étais en Ile-de-France, j'ai fait des salles de boxe, et d'ailleurs, j'en suis parti, parce que ça ne correspondait pas à ma vision du sport. Des salles où les mecs, ils ne sont pas là pour faire du sport et avancer ensemble, ils sont là pour faire du sport pour eux, contre les autres. Donc, par exemple, quand tu vas mettre les gants avec eux, tu vas faire une opposition avec eux, là, on parle de boxe,
ils vont vouloir vraiment te faire mal. Alors que non, on est là dans un sentiment d'apprentissage. C'est pour ça que moi je vous dis tout le temps, quand on met les gants, on travaille technique, en vitesse, mais on n'appuie pas les coups. Parce qu'on est des coéquipiers avant tout. On n'est pas là pour se faire mal, on est là pour progresser. Et comme je dis toujours, si vous faites mal à votre collègue et qu'il est blessé, après vous boxez avec qui? Personne. Parce que votre collègue n'est pas là, parce que vous l'avez blessé. Tu vois, vous voyez, c'est ça l'idée. Okay, et donc aussi combattre la haine sur Internet. Internet qui est un fléau. Franchement, moi je trouve que c'est de pire en pire au niveau des réseaux sociaux. Tout ce qu'on peut voir sur Internet, la haine qui est propagée, surtout la haine raciale, quand on regarde Twitter, etc., c'est hallucinant. Franchement, et je trouve que c'est pas assez encadré, ce genre de réseaux sociaux. Je sais pas comment ils avaient utilisé le propos, mais ils disaient que c'était une sorte de propulseur d'informations, qu'elles soient réelles ou fausses. Oui, c'est ça, bien sûr, mais tu as tout à fait raison. Tu as des informations qui sont fausses et qui sont propagées à une vitesse mais hallucinante, parce qu'un mec à l'autre bout du monde peut transférer une information d'une seconde à l'autre à un mec qui est à des milliers de kilomètres de lui, alors qu'il ne le connaît pas, et c'est facile, quoi. Et c'est super dangereux, en fait. C'est super dangereux. Donc, du coup, enquête de 2017-2018, donc qui n'est pas forcément récente, mais qui est quand même d'actualité, parce qu'au final, ça n'a pas changé. Dans le cadre de la convention avec le ministère des Sports, donc la LICRA, elle diffuse un questionnaire et un panel de communes, sur la base de critères géographiques et démographiques. Donc c'est pour à peu près essayer de déterminer où est-ce qu'il y a le plus grand nombre d'actes racistes en France. Enfin, en gros, qu'est-ce qui fait que le racisme est là? Est-ce que c'est là où on habite? Est-ce que c'est le sport qu'on fait? Est-ce que c'est, je sais pas moi, le climat qui fait? Peu importe, ça peut dire plein de choses, hein, j'en sais rien. On se lève le matin et il pleut, ben on va être méchant avec quelqu'un parce qu'il pleut. Enfin, en gros, c'est une étude qui essaie de déterminer pourquoi en fait. Pourquoi et qu'est-ce qui fait que les gens en viennent à avoir des actes de racisme. Donc, l'enquête elle a été envoyée via un questionnaire en ligne à 600 services des sports. Et entre 2017 et 2018, le taux de retour de l'enquête il est très faible, il est que de 14% malheureusement. Donc bon, ça ne permet pas forcément de déterminer des résultats très probants, mais au moins il y a quand même eu du retour. Donc c'est sous anonymat, évidemment. Et du coup, ils sont où les autres indicateurs? Les 14%. En fait 14% c'est le taux de retour qu'il y a eu à l'enquête. Okay. D'accord, ils ont envoyé l'enquête à, imaginons, 100 clubs de sport, il n'y en a que 14 qui ont retour, malheureusement. C'est très peu. Okay. C'est très peu. Donc ensuite, vous avez quelques chiffres. 91% des dérives sont manifestées par des violences verbales et 9% par des violences physiques. Vous avez la répartition des dérives qui ont été communiquées. Donc il y a eu plus 25 cas de racisme par rapport à l'année précédente, donc en 2017-2018, enfin sur l'année 2017-2018. 30 cas de racisme, donc 25 de plus. 25 cas de sexisme. Le sexisme, c'est quand on fait une différence entre les deux sexes, tout simplement, hommes et femmes. D'accord, on voit ça beaucoup on en entend beaucoup parler dans les informations, dans le milieu des entreprises. Une femme est moins payée qu'un homme. C'est de la discrimination, mais c'est du sexisme. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Ouais. Tu vois, et c'est réel, ça existe. Moi qui travaille dans une entreprise depuis, ça fait 15 ans, j'en ai vu beaucoup dans mon entreprise. Et pourtant, c'est une entreprise qui justement essaye d'annuler toutes ces formes de discrimination. Mais on en voit quand même beaucoup, malheureusement. C'est ancré dans les mœurs un petit peu. Et ça, en fait, on essaye de casser ces mœurs. Donc 10 cas dits de radicalisation. Donc la radicalisation, c'est quelque chose de quand même très important dans la mesure. En fait, la radicalisation, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne change complètement ses habitudes et comment dire, sa vision et ses pensées pour une chose donnée. Par exemple,
imaginons une personne qui va venir faire un entraînement de boxe, bah, du jour au lendemain, alors c'est une bonne radicalisation, on va dire, imaginons, mais en général la radicalisation c'est péjoratif, d'accord? Mais imaginons, c'est une personne qui va venir faire de la boxe et du jour au lendemain, tout ce qu'elle va faire, elle va le faire en fonction de la boxe. Elle va se radicaliser en fonction de la boxe, uniquement de la boxe. Alors après, on voit ça surtout, par exemple, en France, malheureusement, c'est surtout au niveau de la religion, l'islam. Il y a beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, qui faisaient la fête, qui disaient bonjour, qui faisaient la bise aux femmes, etc. Du jour au lendemain, bah, ils ne font plus la bise aux femmes, ils ne font plus la fête, ils ne boivent plus d'alcool, ils sortent plus, ils vont à la mosquée tous les jours. Donc voilà, ça c'est une forme de radicalisation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais en très peu de temps, on change radicalement son comportement. D'accord? Donc en général, c'est péjoratif, c'est pas une bonne chose. Parce que ça induit quelque chose derrière. Donc ça, c'est des cas, des pourcentages d'agression. 35% des arbitres, 30% des joueurs et des sportifs, et 20% des encadrants et des dirigeants ont été signalés comme étant des premières victimes des dérives. Le pire, c'est les arbitres. Arbitres, foot, boxe, tout. Voilà. Eux, c'est les pires. C'est ceux qui se font le plus. Ceux qui sont en forme des conflits. C'est ceux qui prennent le plus de réflexion et d'actes violents sur eux, malheureusement. Parce qu'en fait, ils sont au centre, au centre de la rivalité un petit peu. Donc la première personne vers qui on se tourne, c'est l'arbitre en fait. C'est malheureusement. Dans tous les cas. Est-ce que toi tu as des cas concrets dans le milieu du foot, de la boxe? Bien sûr. Quand j'ai fait 10 ans de foot, au foot, franchement, je vous jure c'est vrai, il n'y a pas un dimanche, enfin moi je jouais le dimanche, même le samedi, il n'y a pas un week-end où il n'y avait pas une bagarre et où l'arbitre n'était pas pris à partie. Alors, ça n'allait jamais plus loin, hein. Ça on n'allait pas aux mains ou quoi, oui. Mais les insultes, juste les gestes, l'arbitre, juste ça. Tu vois, juste un geste de violence comme ça, c'est bon l'arbitre. Juste ça. Ça c'est un acte, c'est un mauvais acte envers l'arbitre. Enfin, on ne devrait pas faire ça. L'arbitre il est là, lui, pour départager les deux équipes. Donc il est neutre en fait. Il est censé être neutre. Après, des fois, on peut voir des cas à part où l'arbitre il est plus en équipe que d'autres. Oui, ça peut arriver. Mais en général, l'arbitre il est neutre et l'arbitre il est là pour faire son travail. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi sur le basket, il y a des matchs où c'était carrément les parents qui descendaient parce qu'ils contestaient la décision de l'arbitre. C'est grave, hein. Au foot, c'est la même chose. C'est hallucinant. Et c'est de pire en pire. Et le problème vient souvent pas des jeunes qui jouent, mais des parents. Imagine. Il y a eu des cas à Venelle aussi. Oui, sûrement. Après, je n'ai pas fait du foot ici, moi, donc je sais pas trop, mais oui, mais c'est sûr. Mais là, il n'y a même pas longtemps, genre des petits qui jouaient et les parents, ils étaient en rage et tout. Ouais. Tu vois, moi, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'en plus de ça, ça montre. Déjà, ça donne une légitimité aux jeunes qui, lui, après, derrière, il se dit mon père, il crie sur l'arbitre. Moi, j'ai crié sur l'arbitre aussi. Tu vois, déjà, ça donne ça. Et en plus de ça, ça met pas du tout un bon climat déjà dans la compétition. Les jeunes, ils n'ont qu'une envie, c'est aller à la bagarre, quoi. Mais c'est surtout, tu vois, moi je connais des potes à moi, ils n'ont pas pu faire du foot ou quoi, parce que les parents en avaient une mauvaise image. Ah bah oui, j'ai des amis comme ça aussi. J'ai des amis, c'est plus de l'âge de mes enfants, mais les parents ne veulent pas les mettre au foot pour ça. Parce que c'est un petit peu un sport où les gens ils disent c'est un sport de voyous, c'est un sport violent, c'est un sport où tous les dimanches il y a la bagarre. Tu vois, ma mère elle a été comme ça, pour le foot et pour la boxe. À la boxe, moi je le vois beaucoup moins. Parce qu'en fait, le fait qu'à la boxe il y ait déjà une confrontation physique, ça calme un peu tout le monde. Parce que les gens ils se disent si tu es énervé contre un tel ou un tel, venge-toi sur le ring. C'est un peu ça l'idée de la boxe. Mais pas dans ce sens-là, dans le sens où elle ne voulait pas me mettre au foot, elle ne voulait pas me mettre à la boxe. Mais à cause de quoi? Parce que justement, elle disait que la boxe,
Non, c'est pas moi qui te casse la gueule. Ouais, mais ça, c'est des a priori. Mais oui. Tu sais quoi, moi, ma mère, quand j'ai commencé à 16 ans, la boxe, j'ai commencé un peu tard. Ma mère n'a pas voulu que je fasse de la boxe à la base. Et moi, j'y allais en cachette. Et le jour où je lui ai dit, maman, je vais à la boxe, et regarde comment je me suis amélioré dans mes notes à l'école, je me suis amélioré dans mon comportement avec les gens, je me suis amélioré dans mon bulletin, il y avait marqué que j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus sage. En fait, ça me canalisait, j'avais besoin de ce sport. Ouais, puis ça me canalisait la boxe. J'ai fait 10 ans du foot, ça m'a jamais canalisé. Je suis arrivé à la boxe, ça m'a canalisé en 6 mois, j'étais bien, quoi. Et le jour où j'ai dit à ma mère, bah regarde maman, je fais de la boxe et je te le dis pas. Alors bon, elle a un peu mal pris, mais au final, elle a réfléchi, elle a fait, bah en fait, c'est un bon sport, pour mon fils du moins. Parce que voilà, après, tout le monde n'est pas... Et au final, elle est allée voir mon entraîneur et puis elle a échangé avec lui, et puis au final, elle m'a dit, bah c'est bon, vas-y, amuse-toi, quoi. Et moi, la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie quand j'étais jeune, c'était d'arrêter le foot et de me mettre à la boxe. Vraiment. Parce qu'au foot, tu te bagarres sur le terrain. Mais c'est 11 contre 11, hein. C'est un gros bordel. Hein. À la boxe, bah, au moins, tu sais pourquoi tu es là, quoi. C'est un échange, donc puis tu es là pour ça, c'est un sport de combat, un sport de contact. Donc voilà, mais je peux comprendre après, hein, je peux comprendre la vision que tu as vraiment, attention, je comprends très bien. Bah moi, si tu veux, j'avais l'image de tu vas te faire taper la tête, tu vas perdre des neurones. C'est juste ça. Ouais, oui, après, oui, bien sûr. L'a priori de base, c'est celui-là. L'a priori de base, c'est un sport violent, donc tu vas faire mal physiquement. Et du coup, après, mentalement, parce que bah, tu vas perdre des neurones, etc. Mais il ne faut pas voir ça comme ça. Maintenant, je le vois plus comme ça. Tu as beaucoup de sportifs, des combattants qui sont très intelligents, qui sont plus intelligents que la moyenne, et qui, même après leur carrière sportive professionnelle, arrivent très bien à avoir des très belles carrières de coach, d'entraîneur, de journaliste, de consultant, enfin voilà, je veux dire. Donc après oui, il faut faire attention, il faut se protéger, c'est pour ça que je vous dis le casque, on protège dans le machin, on se fait pas mal, on s'allume pas, enfin on s'allume pas, on n'appuie pas les coups, c'est pour ça que je le répète, parce que moi je sais après, voilà, c'est vrai que c'est réel, hein. Ça peut être très dangereux si on ne fait pas attention, mais nous on est là justement pour vous montrer qu'il faut faire attention. Du coup, voilà, encore des pourcentages, donc c'est les pourcentages dont on a parlé un peu tout à l'heure. Les personnes à l'origine, donc là on vous parlait des personnes victimes, et là on va parler des personnes à l'origine des dérives. Donc 32% en général c'est les supporters et les spectateurs, d'accord. Dans un gala de boxe, les gens qui regardent, dans un match de foot, les gens dans les tribunes, simplement. 26% c'est donc les parents et la famille, on en parle, et les sportifs eux-mêmes, les joueurs eux-mêmes, qui sur le terrain vont avoir un mauvais comportement. Mais en général, c'est aussi poussé par la famille. Quand tu es un jeune qui a 10 ans et qui joue au foot, bah, tu vois ton père crier sur l'arbitre, bah, toi tu vas crier sur l'arbitre. Tu vois. Donc en fin de compte, ça vient surtout de l'éducation. C'est là qu'on en vient à l'éducation. Et 16% ensuite par les dirigeants. Donc imaginons moi, si moi-même je criais sur l'arbitre. Bah, toi, tu me vois crier sur l'arbitre, bah, tu te dis, bah, attends, mon entraîneur il crie sur l'arbitre, bah, je vais crier sur l'arbitre. Et nous, on est là pour vous montrer l'exemple, justement. Non, l'arbitre il est là pour faire son travail, il dit quelque chose, tu te tais. Même s'il a tort. Parce que, attention, les arbitres n'ont pas toujours raison, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai. Mais on en discute après. Pas pendant l'engagement. Non. Tout le monde peut faire des erreurs. Un arbitre peut faire des erreurs, nous, on peut faire des erreurs. Vous pouvez faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs, mais il faut l'accepter et il faut pouvoir en débattre, mais dans le respect. C'est ça qui est important. Parce qu'à partir du moment où le respect il est plus là, bah ça ouvre, les portes sont ouvertes à tout en fait. Au racisme, à la discrimination, aux insultes, aux actes violents physiquement, enfin voilà. Là, les lieux du coup de dérive. Donc 35%, donc c'est sur le terrain directement, 29% dans les tribunes, donc avec les spectateurs directement dans les tribunes. Ensuite 18 et 12%, 18%
à côté du coup des structures sportives, donc imaginons là en sortant de la salle, vous êtes pris la tête avec un jeune, avec quelqu'un dans la salle, et vous sortez de la salle et vous continuez en dehors de la salle, sauf que là il n'y a plus de cadre, donc là ça devient dangereux. Et 6% finalement au sein du club directement dans le club. Dans ton expérience sportive à toi, c'est où tu l'as plus ressenti? Moi, c'est les spectateurs, dans les tribunes. Le pire, moi, c'est dans les tribunes. Petite expérience quand je faisais du foot encore. Alors moi, je faisais du foot en Ile-de-France. Hein. En Ile-de-France, c'est un milieu. Les gens qui font du foot, ils viennent de milieux très populaires en général. En général, c'est des milieux très violents. Donc en gros, tu fais une faute à un gars parce que tu lui mets un tacle et tu es un peu en retard, ça part en bagarre. Il n'y a pas de discussion, c'est bagarre directe. Et malheureusement, moi c'est pour ça que j'ai arrêté le foot, parce que au bout d'un moment je me disais, mais quitte à me battre tous les dimanches, je vais faire de la boxe. Hein. On fait même plus de foot les gars, on fait de la bagarre, ça sert à quoi? Donc voilà. Donc moi c'est une tribune. Et un jour, match à Noisiel dans le 77, un département du 77 en Ile-de-France. Moi je suis du 94, et en fait on s'est déplacé dans le 77 pour aller jouer contre Noisiel. Et à un moment, donc moi je suis c'est moi qui suis concerné par le truc, parce que je prends un tacle, en fait je suis attaquant, je fonce au but, je prends un tacle par derrière par le libéro, le défenseur central, dernier défenseur, donc le mec il me découpe, il me fait très mal, et au final je suis par terre, j'ai mal, mais vraiment j'ai mal, je me souviens j'avais très mal, et le mec en gros me dit relève-toi, il m'insulte, il insulte ma mère, il insulte toute ma famille, et il me dit c'est bon, relève-toi, machin. Donc moi je lui dis ouais j'ai mal, machin, bon, je sais même plus comment ça se passe, et j'ai un pote à moi qui entend ce qu'il me dit et qui me défend en gros. Il me dit bon, mais comment tu lui parles? Et donc ça en vient avec des mots un peu difficiles, et ça en vient à la bagarre. Sauf que ce qu'on n'avait pas vu, c'est que derrière les tribunes, il y avait tout le quartier qui était là. Donc bagarre, 30 mecs qui sortent des tribunes, qui viennent sur le terrain pour tous nous taper. T'imagines? Donc bagarre générale, sauf que nous on était 14, eux ils étaient 60. Donc on s'est fait défoncer. Et ça m'a marqué à vie. Et même mon père, je lui en parle encore aujourd'hui, mon père il était là, j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, mon père il était là, ça l'a choqué. Il était choqué mon père. J'ai un pote, il est tombé dans les pommes. On a dû appeler les flics pour nous faire sortir du truc, parce que sinon c'était pas. Enfin c'était vraiment un carnage quoi. Et j'aurais dû arrêter à ce moment-là, je pense, le foot. Et j'ai continué deux ans encore, et après j'ai arrêté parce que c'était tout le temps comme ça, en fait. C'est même plus un plaisir, en fait, d'aller jouer. C'est une contrainte. On se dit, qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui, quoi? Franchement, t'en as fait, toi aussi, du foot? T'en as fait, Mathéo? Ouais. Vous en avez peut-être tous fait, non, Félix? Non, moi j'ai fait basket, mais j'ai... Le basket, c'est un peu pareil, non? L'ambiance. C'est ce que j'allais dire, moi j'ai à peu près vécu le même truc. Mais du coup, ça s'est pas passé comme ça, mais en mode, on arrive devant le gymnase, on rentre et t'en as déjà 5 qui nous attendent à l'entrée pour nous insulter, tout ça, pour nous dire qu'on est des... en gros, c'est... Pour nous dire qu'on va perdre tout ça. En gros, c'est pour te déstabiliser. Ouais, c'est ça, pour nous faire peur. Mais on n'a pas réagi, on a avancé, mais je pense qu'on aurait répondu et ils nous auraient pris. Parce que de ça à la réplique, imaginons que tu te retournes, tu fais oh ouais, mais on va gagner. Et le mec, ça lui plaît pas que tu répondes. Il peut en venir aux mains très facilement, tu vois. C'est dangereux. Ouais, mais ça nous attendait dehors, à l'entrée. Et c'est au final, on n'a rien dit, on a gagné, on est ressorti, mais ils ont rien fait, mais tu vois. Mais c'est souvent comme ça. Alors des fois, c'est juste du blabla, c'est juste des paroles, et au final, ils t'intimident pour voir si tu perds tes moyens, et puis au final, même si tu gagnes, il n'y a pas de souci, tu as gagné, ok, c'est bien. Mais des fois, c'est réellement pour avoir de la violence. Dans ton histoire, là, ça peut être chaud quand même. Ah oui, non, mais là, c'était chaud. Hein. Moi, j'ai un pote qui tombait dans les pommes pendant 10 minutes, il était inconscient. Hein. Mais on pensait qu'il avait un problème. Hein. Ah oui, non, mais laisse tomber. Moi, je me rappelle, une fois, on avait fait un match, on était contre notre équipe et tout, et dans mon équipe, il y a une meuf qui était très forte. Et genre, l'autre équipe, il y a une meuf de l'autre équipe, même deux, je crois, elles ont pas aimé qu'il y en ait une qu'elle qui soit était forte et tout. Donc elle faisait, pendant le match, elle faisait que de... Non, je ne sais même pas si elle a fait des fautes, mais elle faisait des menaces de mort. Elle a provoqué. Toi, dans les milieux plus 93, tout ça, est-ce qu'il peut y avoir du racisme envers certaines communautés aussi?
bien sûr. Mais attends, mais moi, combien de fois on m'a traité de sanglant sur le... Non, vraiment. Bien sûr. Combien de fois j'ai entendu ça? Oh, le blanc. Tu vois? C'est fou. Moi, perso, ça me paraissait fou. Quoi. Pourquoi tu m'appelles le blanc, mec? Moi, je t'appelle pas le noir. Tu vois, je t'appelle pas. Non, mais c'est vrai. Tu vois, et ça, c'est réel, ça existe au quotidien. C'est pour ça que des fois, on peut avoir, par exemple, le mec qui m'appelle le blanc. Pour lui, c'est pas méchant de m'appeler comme ça. Ouais. Pour lui, il est blanc, je l'appelle le blanc. Mais non, c'est un acte raciste. C'est un acte raciste parce que tu me définis par ma couleur de peau. Je m'appelle Clément, je m'appelle pas le blanc, tu vois. Bah, tu me définis par ma couleur de peau. Après, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être après, c'est savoir pourquoi il va dire ça. Genre, est-ce que lui, dans son patient, l'appelait le noir ou quoi? Ah oui, mais après, si tu fais de la psychologie, etc., oui. Tu t'en sors plus. Oui, c'est ça. Effectivement. Mais même si la personne, elle y pense, même si elle l'a en tête, tu ne peux pas lui retirer ce qu'elle a. Tu ne peux pas lui retirer ses pensées. D'accord? Mais entre le dire et le penser, il y a quand même un grand pas. Oui. C'est pour ça qu'il y a une expression qui dit tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Parce que tu peux penser des choses, mais par contre, il faut faire attention à qui tu vas le dire, à comment tu vas le dire, etc. Si le mec il me dit, ouais, je t'appelle le blanc parce que moi on m'appelle le noir, bah là je comprends mieux déjà. Pourquoi tu m'appelles le blanc? Bah parce que déjà on t'appelle le noir. Donc déjà, c'est pas normal qu'on t'appelle le noir, tu vois. Mais moi, c'est pas normal que tu m'appelles le blanc. Tu vois, donc, en fait, c'est vraiment du savoir-vivre, c'est de la bienveillance, c'est de la citoyenneté, en fait, tout simplement. Sinon, ça laisse la porte ouverte, comme je vous dis, à tout acte de violence, quoi. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Donc, on va avancer. Tac. Donc voilà, comme je vous disais, le sport c'est un outil puissant pour la promotion de la cohésion sociale. Donc voilà, à Genève, vous avez vu, on est de beaucoup de milieux différents, etc. Et on a une très bonne cohésion. Tout le monde s'entend très bien avec tout le monde, il n'y a pas d'animosité. Alors oui, on fait un sport de combat, on fait un sport de contact, donc des fois il peut y avoir un petit peu d'emportement, de nervosité, mais ça ne va jamais plus loin. Il n'y a jamais personne, il n'y a jamais deux jeunes qui sont sortis, qui sont allés se battre dehors. Enfin, c'est jamais arrivé parce qu'on fait attention à ça aussi. C'est les encadrants qui font attention à ça. Tu donnes l'exemple parce que tu l'as déjà vu, ça? Oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, si je commençais à vous faire une expérience de tout ce que... C'est surtout quand je faisais du foot en fait. Hein. À la boxe, j'ai jamais vu ça. À la boxe. J'ai jamais, dans aucun club de boxe que j'ai fait, j'ai vu des mecs qui sont sortis dehors se battre. Jamais. Parce que les mecs ils disaient, ah ok, eh ben, on met les gants et on met les gants sur le ring. Mais au moins c'est encadré. Oui, c'est ça. Tu vois? Il y a des arbitres, nous on est là pour arrêter le truc si ça va trop loin, et voilà, c'est encadré. Et c'est pour ça que le fait que la boxe soit un sport de contact, et où on prend des coups et on en met, bah, je trouve que ça cadre déjà les relations. Tu vois? Tu vas pas aller enquiquiner un mec parce que tu sais qu'après, si tu te retrouves avec lui sur le ring, bah là, mec, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Donc voilà. Donc moi, la boxe, je trouve que ça m'a beaucoup canalisé dans ce sens-là, dans le sens un petit peu rapport de force. Respecte un petit peu les gens parce que tu sais jamais qui tu peux avoir en face de toi, tout simplement. Ouais, tu vois, exemple concret, moi j'avais deux potes, ils n'étaient pas d'accord sur une idée, ils voulaient se mettre dessus. J'avais dit, les gars, calmez-vous, si vous voulez vous mettre dessus, allez à la boxe. Bien sûr. Et comme ça, c'est encadré, il n'y en a pas un qui saigne. Mais dans un club où j'étais en Ile-de-France, le dernier club que j'ai fait en Ile-de-France avant de venir ici, on fait un peu comme toi avec Mathéo la dernière fois, un peu un échange on faisait un exercice en boxe anglaise, un échange un petit peu appuyé des deux côtés, et l'entraîneur il voit ça et il dit bon alors Clément Mévy s'appelle le gars Mévy, Clément Mévy dans le ring et vous allez boxer ensemble et vous allez régler vos comptes, mais encadré dans la boxe anglaise. C'est-à-dire qu'on n'en est pas venu à s'attraper et se jeter par terre. C'est toujours de la boxe. Mais par contre, bah,
On règle le truc là, tu vois. Et je trouve, et en sortant de la salle, on s'est checké, on a rigolé, c'était nos potes. Par contre, pendant l'entraînement, c'est vrai qu'on était un peu chaud. Mais en sortant de la salle, il n'y avait plus de soucis. Parce que l'entraîneur a été intelligent, il nous a dit, les gars, réglez votre problème, là maintenant, on fait un petit sparring, allez-y. Là, vous pouvez y aller, c'est bon. Tu vois? Et c'est pour ça que je trouve que la boxe, c'est vraiment un sport, avant tout éducatif. Éducatif dans le respect des gens, dans voilà, la bienveillance, comme je vous dis, moi c'est toujours la bienveillance. La bienveillance, c'est la base de tout. C'est vraiment la base de tous les échanges que vous pouvez avoir avec les gens. Vous verrez que tant que vous serez bienveillant avec les gens vous seront bienveillants avec vous. Et ça, c'est super important. Vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un qui ne va pas lui plaire, mais si vous êtes bienveillant en lui disant, la personne va pas mal le prendre. Ok? Et ça, mettez ça, enfin, c'est une règle de vie qu'il faut que vous mettiez dans la tête. Voilà. La bienveillance. Tant que vous serez bienveillant avec les autres, on sera bienveillant avec vous. Ok? Ça, c'est vachement important. Mais ça, moi, je l'utilise dans la vie de tous les jours. Il faut toujours être bienveillant et souriant sans forcément attendre en retour. C'est ça, exactement. De toute façon, il ne faut pas attendre en retour. Bah oui. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que c'est si biaisé. Tu vas être déçu. Et puis c'est biaisé un petit peu. Bah oui. C'est malsain. Tu vois, je fais ça pour attendre en retour. Non, bah oui. Non, fais-le parce que c'est de la bienveillance. Bah, c'est ça. En fait, la bienveillance, c'est ça. La définition de la bienveillance, c'est faire quelque chose sans attendre en retour, en fait. Pour le bien de la personne, mais sans forcément que la personne soit bienveillante avec toi. Moi, je suis bienveillant avec toi, tu veux pas être bienveillant avec moi, c'est ton problème. C'est pas le mien. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, la bienveillance, c'est le truc que tu peux donner gratuitement en illimité. C'est ça, exactement. Exactement. Garde ça en tête. Il faut garder ça en tête, c'est vachement intéressant. C'est super important. Et que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos frères et sœurs, que ce soit avec vos maîtresses, vos maîtres, enfin, je sais pas comment on dit, vos professeurs, pardon. Même moi, si je ne suis pas bienveillant avec vous, pourquoi vous seriez bienveillant avec moi? Mais j'estime quand même avoir une certaine bienveillance avec vous. Je pense. En tout cas, j'essaye, moi, en permanence, d'avoir de la bienveillance quand je vous parle et quand je vous explique des choses. Des fois, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, comme à Félix, par exemple. Je prends l'exemple parce que Félix est celui que je connais depuis le plus longtemps. Souvent, Félix, je t'ai dit des trucs. Je t'ai dit, non, ça c'est nul, ça c'est bien. Félix, là, cette année, on n'ira pas en compétition parce que tu n'es pas prêt. Mais je te l'ai dit à chaque fois avec bienveillance. Donc toi, tu l'as bien pris. Tu l'as pas pris comme une agression. Ton but, c'est d'aider. Mon but à moi, c'est de t'aider et de te faire comprendre pourquoi je prends cette décision-là pour toi. Tu vois? Et c'est de la bienveillance, ça. Si je te dis, Félix, t'es nul, t'as rien à faire sur un ring, bah, je suis pas bienveillant avec Félix. Pourquoi? Parce que je le rabaisse en lui disant qu'il est nul. Et en plus de ça, je lui mets le doute dans la tête de pourquoi je fais de la boxe. Alors que j'ai rien à faire sur un ring. Tu vois? Ouais. Donc lui, c'est horrible pour lui de recevoir un truc comme ça. Dans sa tête, il se dit, en fait, j'ai rien à faire là. De le recevoir maintenant. De quoi? Maintenant que tu le dis. Non, mais non, tu me connais, moi, tu vois, j'estime, je pense, et après j'aime bien aussi qu'on dise les choses, moi j'estime être très bienveillant avec les gens. En tout cas, j'essaye de l'être au maximum. J'essaye de l'être au maximum. Parce que je sais que c'est la base d'une bonne entente, d'une bonne ambiance, d'une bonne compréhension des choses, etc. C'est super important. Par exemple, une personne qui va pas être bien, juste tu lui dis bonjour avec le sourire, ça va lui mettre le sourire. Hein. Ouais, exactement. Exactement. Juste ça. C'est de la bienveillance. Ça coûte quoi de sourire à quelqu'un? Ça coûte rien. Mais tu le fais quand même. Parce que tu sais que ça va être pris par la personne et que ça va être positif. Tu vois? Il y a des gens qui vont dire bonjour, comment ça va? Et même si tu as le sourire et qu'elle te répond pas juste bonjour, tu pars et tu as donné un sourire et un bonjour. C'est tout bête, hein? Franchement. Et c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins malheureusement. Les gens sont dans leur bulle, aigris. Ah, les gars, souriez, faut qu'on se parle, faut échanger, quoi. C'est important. Si on veut faire, surtout si on veut donner à nos enfants, moi j'ai 2 petites filles, donc je sais de quoi je parle, si je veux donner à mes enfants des armes pour ensuite évoluer positivement dans la vie, bah, ça passe par ça. Moi avec mes enfants, je suis ultra bienveillant. Et pourtant, je vous dis, elles font des conneries tout le temps. Je suis super bienveillant avec elles. Alors des fois, ça m'arrive de m'exciter parce que bah, on est tous humains, hein, c'est normal. Mais
voilà, j'essaie de le faire avec bienveillance de A à Z. Même, par exemple, quand on reprend les. Par exemple, moi, mon petit cousin, je vous dis ça parce que moi, des fois, je le reprends sur certaines choses. Je le fais avec la bienveillance, tu vois. Je vais pas lui dire oh, t'as fait ça, t'es comme tu merdais, tu vois. Oui, voilà. Je lui dis. Mais ça sert à quoi de faire ça? C'est juste. Ça sert à rien. Il n'y a aucune valeur ajoutée à dire ça à quelqu'un. C'est ça. Imagine, je dis à Félix, Félix, t'es nul, t'as rien à faire sur le ring. Elle est où la valeur ajoutée de dire ça à quelqu'un? Non, mais vraiment. Elle est où là? Mais c'est parce que je pense que c'est un exemple, je reprends l'exemple. Mais elle est où la valeur ajoutée? C'est ce que c'est une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, c'est quelque chose qui va venir en complément, améliorer le truc initial. Il n'y a pas de valeur ajoutée à dire ça à quelqu'un. Tu te fais du mal à toi-même déjà, parce que t'es pas sympa, et tu fais du mal à l'autre personne, donc il y a zéro valeur ajoutée. C'est ça, parce que tu vois, en rabaissant la personne, elle va se remettre en question, par exemple, l'exemple. Mais pas de la bonne manière. Elle va pas se remettre en question de la bonne manière. Tu vois? Tandis que si tu es bienveillant et que tu prends les formes et que tu dis voilà ça, et que tu dis pourquoi aussi, que tu expliques, là la personne va pouvoir se remettre en question. Et là ça va être beaucoup plus positif, ça va être positif en fait. Il va y avoir que du positif. Oui, mais tu poses un cadre calmement et avec le respect. Exactement. Du coup, les recommandations qu'on pourrait avoir, que la LICRA justement impose. Adopter et appliquer une législation antidiscriminatoire garantissant l'accès de tous au sport et incriminant les actes racistes. Le racisme est puni par la loi en France, hein. Je le rappelle, il y a des lois qui font que c'est puni légalement. Former des coalitions contre le racisme dans le sport, former la police à repérer et à traiter les incidents racistes dans le sport et sensibiliser au racisme et à la discrimination raciale dans le sport. Si on est victime, que faire? Accepter d'en parler à une personne ou une structure de confiance. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir une structure spécialisée et de dire voilà, j'ai été victime de racisme, je l'ai mal vécu, et il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. On a tous vécu le racisme dans notre vie, même si on ne s'en rend pas forcément compte, on l'a tous vécu. Tous. Selon les cas, je pense que ça peut être dur d'en parler. Ah mais bien sûr, bien sûr. Et puis même, c'est très offensant. Donc même pour sa fierté personnelle, c'est dur, quoi. Tu vois, c'est dur. Du coup, voilà, on en vient. Donc c'est puni pénalement. Donc il y a l'injure raciale publique et non publique. L'injure est définie comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective. Exemple, tout simplement sale noir ou sale blanc, comme je vous disais tout à l'heure. Adressé à une personne ou un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Quand c'est public, Internet, quand c'est public, donc c'est Internet, la rue, les réunions, les radios, télévision. Donc l'auteur risque 6 mois d'emprisonnement et 22 500 € d'amende. Donc ça, c'est le maximum qu'on peut avoir. En général, on n'a jamais le maximum de peine, parce qu'il y a toujours des circonstances atténuantes. C'est comme ça qu'est fait la loi en France. Qu'est-ce que tu entends par ces circonstances atténuantes? Circonstances atténuantes, c'est par exemple, ce matin je me suis levé, j'étais malade, j'étais pas bien, et ma langue a fourché parce que j'ai mal parlé à telle personne parce que j'étais pas bien. C'est une circonstance atténuante qu'on pourrait te donner. Il était malade, il n'était pas bien, il était un peu sur les nerfs, du coup il n'a pas maîtrisé ses paroles et du coup il a dit ça à telle personne. Il le regrette, mais il l'a dit. Mais il y a quand même une circonstance, c'est qu'il n'était pas bien. Voilà, c'est un exemple. Hein. Okay. Ou par exemple, imaginons une circonstance atténuante, une personne qui a bu de l'alcool, qui est l'alcool, je crois que c'est rambré, quoi. Voilà, enfin, je ne trouve pas le mot, mais qui va prendre la voiture et qui va renverser quelqu'un. La circonstance atténuante, donc imaginons elle renverse la personne et la personne décède, imaginons, dans le pire des cas. Donc il y a un meurtre, mais sauf que c'est pas volontaire, c'est involontaire. Et la circonstance atténuante de la personne, c'est que la personne avait bu de l'alcool et qu'elle n'était pas en possession de tous ses moyens. Voilà. Ça, c'est une circonstance atténuante qu'on pourra dire, voilà, il était bon. Il n'était pas clean. Voilà. Juste, aujourd'hui, ton cas, ça marche plus pour tout ce qui est plus tu.
Enfin, il y avait l'alcool, ça fonctionne pas. L'alcool, c'est aggravant même. Par contre, ce que tu avais dit. Oui. Non, mais bien sûr. C'est vrai que tu n'as pas le droit de. Oui. Mais je pensais que ça pouvait être. Non, ça marche. Par contre, ça marchait si tu es dans un état second à cause d'une drogue, par exemple. Tu sais, il y avait l'affaire de. Mais c'est pas toi qui. Oui, si tu es dans une machin second, mais pour les drogues, à part dans certains cas, mais qui ne s'appliquent pas, je l'ai vu aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens de l'affaire de la femme juive qui s'est fait maltraiter et tuée par son voisin parce qu'il était. Il est bon, c'est Ali machin, enfin, c'est un exemple que j'ai vu aujourd'hui. Mais je sais plus. Non, parce qu'il y a eu. C'est une vieille histoire après un peu. Non, ça me dit rien. Mais ce que tu as dit, ça a marché pour ça. Enfin, à ce moment-là, même, tu n'aurais même plus de responsabilité pénale, tu peux pas être condamné pour ça. Ouais, parce que tu es dans un état second en fait. Mais pourquoi il était dans un état second? C'est lui qui s'est mis dans cet état-là? Oui, parce qu'il a consommé. Oui, et après, la loi est mal faite là-dessus, mais du coup, ça marche pas pour l'alcool. Parce que dans ce cas-là, tu te drogues, tu vas faire du mal à quelqu'un, bah non, j'étais drogué. C'est trop facile. Donc après, c'est pour ça que la justice, après, chaque cas est particulier, tu vois. Voilà, t'as un truc de base, t'as des règles de base, et après, il faut affiner, quoi. Chaque cas est particulier, c'est comme en boxe, tu as les règles de base, et puis après l'arbitre sur le ring, il va prendre telle ou telle décision parce que il y a des circonstances qui font que. C'est un peu le système de l'entonnoir. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, le principe de la pyramide inversée. Du coup, la diffamation raciale ou publique ou non publique. Donc définition déjà, la diffamation est définie comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Voilà, par exemple, les Roms sont des voleurs, ou un truc qu'on entend depuis la nuit des temps, les Gitans sont des voleurs. Tu vois? Non mais c'est vrai, ou encore pire, les Arabes sont des voleurs. Tu vois? Ou un truc que j'ai entendu souvent, et ça me choque à chaque fois, c'est les Antillais sont des feignants. Des trucs comme ça. On a tous entendu des trucs comme ça dans notre vie. Juste des phrases comme ça lancées, mais qui au final ont un poids et qui ont un sens, et qui sont graves en fait. C'est des choses graves. Moi, ce que j'entendais le plus au collège, c'est les Juifs sont des voleurs. Il y a ça aussi. Ou un truc tout bête, les Juifs sont très riches. Oh, les Juifs, c'est bon, de toute façon, ils sont très riches. Mais d'où, en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule, en fait. Mes collègues, ils le disent pour rigoler. Oui, mais même pour rigoler, des fois, tu sais, t'as des gens qui utilisent l'humour, mais pour dire des choses qu'ils pensent vraiment. Tu vois? Je le dis sous le ton d'humour, mais je pense vraiment au final. Et ça, c'est dangereux. Des fois, on ne peut pas faire la différence si tu rigoles ou pas. Oui, voilà. On ne sait pas. Et des fois, tu as des gens, ils disent tout sur le ton d'humour. Donc en fait, tu ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment ou ce qu'ils ne pensent pas vraiment. Et c'est dangereux. Tu dis ça à un enfant de 10 ans, lui, il le retient. Parce qu'un enfant de 10 ans, c'est une éponge. Un enfant de 10 ans, tout ce qu'il entend, il le retient. Ça ne sort pas par l'oreille. Il le retient, lui. Donc lui, il entend tiens, regarde. Il entend tous les Roms sont des voleurs. Dans sa tête, c'est tous les Roms sont des voleurs. C'est ancré en lui, ça y est. Ouais. Tu vois? Et c'est ultra dangereux. Bon, on avance. Il est déjà 40. Donc la diffamation raciale diffère de l'injure car elle concerne l'imputation d'un fait précis non avéré qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Donc quand c'est public, l'auteur risque 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Le délit de diffamation raciale publique se prescrit par 1 an d'emprisonnement. Ensuite, il y a la provocation raciale, c'est 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Les violences à caractère raciste, donc là, on rentre vraiment dans de la gravité, des cas très très graves. Donc ça peut aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Vous agressez une personne parce que sa couleur de peau n'en vient pas, vous risquez jusqu'à 20 ans, c'est comme un meurtre. Je comprends pas pourquoi communication en public, ça peut être en privé. Tu peux dire ça dehors, là, tu es tout seul dehors, tu le dis à quelqu'un. La personne, il n'y a pas de témoin, tout ça, donc c'est ta parole contre la sienne, mais la personne, tu vas quand même dire. Okay. Donc c'est du. Enfin, tu dis si je me trompe, mais
pas public, c'est que c'est pas fait devant les gens, ou c'est pas fait dans un lieu public. Et donc dans ce cas-là, mais c'est quand même fait, tu vois. Donc après, parce que tu as des gens, c'est des lâches un petit peu. Quand ils vont dire quelque chose, ils vont pas le dire devant les gens. Pas ensuite qu'on puisse leur dire. Tu vois. Donc ça arrive beaucoup aussi. Les discriminations raciales sont réprimées par le code pénal et le code du travail. Bon, après, je vous laisserai lire. La discrimination peut être punie d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende et peut être portée à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Imaginez, c'est énorme. Du coup, c'est une belle transition avec la deuxième formation. Donc là, on a vu le racisme dans le sport, d'accord ? Là, on va voir la discrimination dans le sport. Donc après, c'est bien important que vous relisiez à tête reposée tranquillement pour bien déterminer la différence entre racisme et discrimination. Racisme, c'est vraiment porté sur la race de la personne, la religion, ou la couleur de peau, ou l'ethnie, etc. La discrimination, c'est beaucoup plus vaste. Vous allez voir que il y a 25 critères de discrimination qui existent. La discrimination, c'est très vaste. Ça va d'un tout petit point, d'un cas banal à un cas très important. C'est très vaste. Mais c'est pour ça que la discrimination, comme je vous dis, on a tous subi de la discrimination, mais on en a tous fait nous aussi, sans le savoir. Sans le savoir. Et c'est pour ça que c'est intéressant cette formation, parce que justement, ça va nous permettre de nous dire, sans forcément qu'on en parle, après voilà, il n'y a pas de souci, mais ça va vous permettre de vous dire dans votre tête, ah tiens, quand j'ai fait ça la dernière fois, putain, en fait, j'ai fait un acte discriminant. Ou quand la personne a fait ça envers moi, elle m'a discriminé. Et après, ça nous permet justement de vous orienter vers le maximum de bienveillance possible. D'accord ? Donc, l'origine du mot, ça vient du latin discriminis, qui veut dire séparation. D'accord ? Le fait de discriminer quelqu'un, c'est en gros, on se détache de lui, on se sépare, on met une barrière entre lui et nous. D'accord ? Donc, c'est l'action de distinguer, traiter, considérer, sélectionner des entités selon des critères spécifiques ou distinctifs. Les discriminations se traduisent par un traitement différencié des personnes dans une même situation en raison de critères tels que les origines, la confession religieuse, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, l'âge, le lieu de résidence, l'appartenance physique, les opinions politiques. Donc vous voyez, c'est très vaste. C'est vraiment très très vaste. Donc ça crée des inégalités dans des domaines tels que l'accès à l'emploi, au logement, au droit. Donc c'est ce que je vous disais par rapport au sexisme. Le sexisme, c'est une discrimination. C'est une forme de discrimination envers le sexe opposé. Par exemple, tiens, moi, on fait des travaux, imaginons, j'ai une entreprise de maçonnerie, je vais jamais embaucher une femme. Parce que je sais qu'une femme, elle sera moins productive qu'un homme. Attention, c'est pas vrai, hein. Oui. C'est pas vrai ce que je dis. Mais dans la tête du gars, c'est ça. Oui. Tous les CV de femmes que je vais recevoir, je vais les mettre à la poubelle directement, sans regarder. Alors que ça se trouve, la femme là, elle a beaucoup plus de capacité que le mec que je vais recevoir derrière. Tu vois ? Ouais. Tout simplement. C'est bête, hein. Ou alors, dans le sens inverse, ça je l'ai vu. J'ai un ami homosexuel en fait lui, il adore la manucure, il adore tout ce qui est manucure, les trucs, des métiers qu'on pourrait penser que c'est des femmes qui le font, mais non. Et il s'est vu refuser un emploi parce que c'était un homme. Un emploi dans un centre de manucure. Et il a subi de la discrimination, du sexisme. Parce que c'était un homme. Parce que c'était un homme. Et parce que la dame qui tenait le salon ne voulait que des femmes dans son salon. Tu vois ? C'est fou, hein ? Parce qu'elle pensait que ce serait mal vu qu'il y ait un homme. Parce qu'elle n'a pas envie qu'il y ait un homme qui fasse les ongles de ses clientes, tout simplement. Puis après, je ne suis pas allé plus loin dans le truc. Oui. Mon pote, il m'en a parlé un peu anodinement comme ça, mais lui, ça l'a marqué, quoi. Parce que c'était ça. Et je crois qu'elle ne s'est même pas cachée de lui dire. Elle a dit non, moi je veux pas d'homme ici. Tu vois ? Donc ça, voilà, c'est de la discrimination, c'est du sexisme. Donc il y a 25 critères de discrimination prohibés. Prohibé, ça veut dire que c'est interdit.
connaissez ce terme prohibé? Voilà, la prohibition, c'est l'interdiction, c'est une interdiction. Donc, les formes de discrimination. Il peut y avoir une discrimination directe si la décision contestée est fondée sur un des 25 critères définis par la loi. Donc, discrimination directe, c'est si on peut l'encadrer dans ces 25 critères. Après, il y a de la discrimination indirecte qui n'est pas encadrée par ces 25 critères-là, mais qui en est quand même. On va voir. Okay, indirect, donc c'est si une règle, une pratique ou encore une disposition apparemment neutre a pour effet un traitement défavorable sur des personnes à raison d'un de ces mêmes critères. Par exemple, une prime voilà, exemple. J'aime bien les exemples. Par exemple, une prime versée à toutes les personnes à temps complet dans une entreprise, alors que toutes les femmes salariées de cette entreprise se trouvent à temps partiel. Tu vois, tu as une entreprise, tu as 20 femmes, 30 hommes, imaginons, ou 30 femmes, 20 hommes. Les hommes sont tous à temps complet, tu leur donnes une prime qu'à eux. Enfin, en fait, non. Les hommes sont tous à temps complet, les femmes sont toutes à temps partiel. Et tu stipules dans le versement de la prime sera versée qu'aux salariés qui sont à temps complet. Donc ça induit quoi? Ça induit que les femmes ne vont pas avoir de prime, parce qu'elles sont toutes à temps partiel. Tu vois? Donc ça, en fait, c'est une forme déguisée de discrimination. Ouais. Non, c'est pas de la discrimination, parce que je mets que c'est que ceux qui sont à temps complet. Oui, mais qui est à temps complet et qui est à temps partiel? Tu vois? Donc ça, c'est encore de la lâcheté. C'est déguisé. Donc c'est encore pire, moi, je trouve. Tu vois, ce genre de discrimination. C'est encore pire. Parce que ça veut dire que tu l'assumes même pas, en fait. Ouais, mais tu essaies de te justifier. Mais tu essaies de le justifier, c'est encore pire, moi, je trouve. Il y a un truc indirect aussi, je l'avais vu en cours semestre dernier, si ça intéresse. Ouais. C'était un autre exemple, c'est en Andalousie. Il y avait des primes pour ceux qui font des startups, jusqu'à quelque chose comme... Par l'État? Ouais, par l'État espagnol, jusqu'à par exemple 29 ans. Sauf que les femmes, elles rentraient dans la vie active plus autour de 31, machin, et du coup, elles n'avaient pas la prime. Elles n'avaient pas la prime. Ouais. Voilà. Et ben, ça, c'est une forme. Alors, des fois, ça peut être une erreur, hein, parce qu'ils ne sont pas allés au bout de leur raisonnement. Donc, ils ne se sont pas dit qu'il y avait des femmes qui finissaient leurs études vers 30 ans. Donc, ils ont loupé, en fait, une information. Donc, des fois, c'est pas voulu. Attention, c'est pas, je ne fais pas de la discrimination parce que je veux la faire. Des fois, ça peut être une erreur de jugement, mais ça l'est quand même. Donc là, il faut avoir la capacité de se dire, ah mince, je me suis trompé, je reviens en arrière et je refais les choses correctement. Voilà. C'est toujours de la bienveillance, hein, toujours. Donc indirect. Une discrimination donc, peut prendre la forme d'un harcèlement discriminatoire, donc fondé sur les 25 critères définis aussi. Le harcèlement sexuel, c'est une forme de discrimination également. Le harcèlement sexuel, c'est le fait de constituer des propos ou avoir un comportement à connotation sexuelle répétée qui porte atteinte à la dignité et à tout comportement, même non répété, qui constitue une pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. D'accord ? Donc c'est des choses toutes bêtes, c'est des injonctions toutes bêtes, hein, mais qui au final derrière ont un sens. Je sais pas, ça, moi je l'ai jamais vu réellement. Ah, si. Ah bah tiens, c'est marrant. Réunion générale de ma société dans laquelle je travaille, le 8 décembre 2023. J'ai un collègue à moi avec qui je travaille, qui est le binôme. Il est là sur le bureau, moi je suis là.